Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. C'est une vidéo en soft spoken pour vous présenter mes lectures de l'année dernière. C'est une vidéo qui m'a été demandée et que j'avais prévu de faire d'ailleurs depuis plusieurs mois, que je n'avais pas encore tournée, que je n'avais pas encore pris le temps de tourner parce que c'est une vidéo, je savais qu'elle allait durer un moment, qu'elle allait me demander pas mal d'énergie. Donc quand je sais que je vais travailler, que je vais encore donner cours après avoir tourné ma vidéo, je préfère faire une vidéo un peu plus légère pour éviter d'être fatiguée, d'être vidée d'énergie, parce que mine de rien, tourner des vidéos ASMR, c'est vrai que ça demande pas mal d'énergie. Donc c'est parti, alors je vous présente. Je suis très heureuse de vous présenter en première lecture cette œuvre. C'est un livre spécial, très spécial, puisqu'il a été écrit par l'un de mes anciens élèves, par l'un de mes élèves de ma classe de 5e, de ma toute première classe de 5e. Vous vous souvenez, pour ceux qui me suivaient déjà, à ce moment-là, j'ai commencé à enseigner à deux classes, une classe de 6e, une classe de 5e. Et donc voilà, c'est Ali qui a écrit ce roman, qui a commencé à l'écrire d'ailleurs à ce moment-là. Il a écrit les premiers chapitres vers le début d'année. Il m'a demandé de les relire, de lui donner quelques conseils, etc. Là, actuellement, il est en classe de 3e et je suis très fière de lui parce qu'il a sorti son premier roman. Donc c'est un roman qui est bien écrit, c'est un roman qui parle d'aventure. Je vais vous lire le résumé. Donc ça s'appelle Mixase, l'énigme de l'empoisonnement royal. Découvrez Mixasia, un monde magique où l'aventure et le danger se côtoient. Dans ce premier tome captivant, suivez les destins croisés de jeunes héros déterminés à sauver leur royaume des forces obscures qui le menacent. Au cœur de paysages fantastiques et de cités légendaires, nos héros affronteront des épreuves redoutables, rencontreront des alliés inattendus et défieront de redoutables ennemis. Leur amitié seront mis à rude épreuve, leur pouvoir magique révélé et leurs convictions profondément ébranlées. L'avenir de Mixasia repose sur les épaules de ces jeunes héros et chaque choix qu'ils feront pourrait changer le cours de leur quête. Serez-vous prêt à relever le défi et à découvrir les secrets enfouis de ce royaume merveilleux? Donc le roman commence par l'empoisonnement du roi et s'ensuit une enquête pour découvrir qui a empoisonné le roi. Et je ne vous raconte pas la suite. Il y a plusieurs rebondissements dans cette histoire. Vous pouvez le trouver notamment sur Amazon. Pour ceux qui n'aiment pas commander sur Amazon, ce que je peux comprendre, des adeptes des plus petites librairies, vous pouvez, j'ai regardé assez rapidement tout à l'heure, mais j'ai cru comprendre qu'on pouvait le commander dans d'autres librairies ou par le biais d'internet pour le recevoir dans la librairie près de chez vous. Enfin, j'avoue que je ne m'y suis pas penchée plus que ça parce que j'étais en train de bosser aussi mes cours tout à l'heure, mais voilà, si vous voulez le trouver, il est à 10,50 €. Donc voilà pour ce premier roman avec une jolie illustration. C'est vrai que sortir un roman à 14 ans, ce n'est pas donné à tout le monde. Il écrivait déjà très bien en classe de 5e, il avait une belle écriture, une belle expression. Et il est venu à la boutique pour m'offrir ce tome, ce qui m'a fait très plaisir. Donc si vous voulez le soutenir, n'hésitez pas. Donc je vais essayer de ne pas passer trop de temps sur chaque roman parce qu'en fait j'en ai une bonne pile.
Donc j'ai ça en version papier, mais j'ai aussi mes livres en version Kindle et en version audio, parce que je joue un peu sur tous les fronts. Donc cette année, j'ai relu pour mon cours de BTS Belle Époque. Je vous en avais déjà parlé, mais comme ma vidéo, je l'ai remise en privé, je vous en reparle ici. C'est un roman basé sur l'une des nouvelles de Émile Zola. Donc basé sur sa nouvelle Les Repoussoirs. Il s'agit de Maude, une jeune femme qui vient de sa campagne bretonne, qui arrive à Paris. Donc on est au 19e siècle, elle vient à Paris pour réaliser ses rêves puisqu'elle ne veut pas épouser le boucher que lui ont destiné ses parents, qui a au moins 20 ans de plus qu'elle. Elle veut travailler, il me semble dans son roman, dans le récit, elle veut travailler dans la mode ou dans une petite boutique, en tout cas en tant que vendeuse, puisqu'elle travaillait déjà dans une boutique dans son petit village. Et elle va avoir des difficultés à s'intégrer, à s'adapter à la ville parisienne, à la vie parisienne. Elle va avoir un métier de blanchisseuse qui ne lui réussira pas. Elle va donc tomber sur une annonce et en fait elle va être embauchée comme faire-valoir, c'est-à-dire pour mettre en valeur les jeunes femmes de l'aristocratie. C'est de ça dont il s'agit dans la nouvelle Les Repoussoirs. C'était ces jeunes femmes qui étaient employées pour mettre en valeur d'autres jeunes femmes, soit des jeunes femmes à marier, ou quand je dis des jeunes femmes, pas forcément des jeunes femmes, des femmes tout court. Donc voilà, vous connaissez la définition du faire-valoir. Et j'ai adoré ce roman. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, on me l'avait offert. Donc l'annonce sur laquelle elle tombe, c'est « On demande des jeunes femmes pour faire un ouvrage facile. Bienséance respectée, présentez-vous en personne à l'agence Durando, 27 avenue de l'Opéra, Paris. » Et donc l'annonce, parce que la première annonce que Durando avait mise, bon, c'est pas extrêmement important. Est-ce que je vous lis le résumé ou est-ce que je vous ai déjà fait un résumé assez succinct? Bon, je pense que c'est suffisant. Elle va rencontrer un jeune homme dont elle va tomber amoureuse, mais forcément travailler comme faire-valoir, ça n'aide pas à prendre confiance en soi, surtout quand on lui répète qu'elle est laide, qu'elle n'est qu'un objet, qu'elle n'est qu'un accessoire ou un bibelot. Enfin, accessoire, bibelot, c'est un petit peu la même chose. Ça n'aide pas pour se trouver belle et pour espérer pouvoir attirer les regards d'un jeune homme qui nous plaît, qui lui plaît. Mais c'est un roman qui est plein d'espoir, qui est plein d'émotions aussi, qui fait passer quelques messages également sur la beauté superficielle et j'ai envie de dire la beauté intérieure, même si ça fait un peu cucu dit comme ça. Mais j'ai vraiment aimé. C'est un roman de Elisabeth Ross. Donc je l'ai relu puisque là, avec les BTS, je vais voir l'un des thèmes qu'ils vont avoir pour leur évaluation, leur épreuve de fin de cursus. Pour le cours de culture générale et expression, c'est Paris, la capitale. Donc comme elle arrive à Paris, voilà, il s'agit d'analyser un petit peu le rêve parisien. Pourquoi Paris attire autant surtout au 19e siècle, encore aujourd'hui, mais à l'époque, parce que c'était la ville où on pouvait réaliser ses rêves. Voilà, c'était la petite parenthèse. Je passe un peu trop de temps sur les romans. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, de synthétiser un peu plus. Donc il y a ce roman
c'est une série de romans. Donc là c'est Cinder, le deuxième tome c'est Scarlet, donc il s'agit du petit chaperon rouge. Le troisième tome il s'agit de La Belle au bois dormant, et ainsi de suite. Donc ce sont des contes revisités, les contes revisités que vous connaissez certainement, mais en version, comment on dit, en version, j'avais le mot juste avant, en version fiction, zut, comme Star Wars, etc. Le genre, ah ça y est, non, le mot m'a échappé. Le mot m'a échappé. Bon, en tout cas, des contes revisités, modernisés, ça me reviendra peut-être. Donc je vous lis le résumé, comme ça vous parlera peut-être un petit peu plus. Humains et androïdes cohabitent tant bien que mal dans la ville de Néo-Beijing. Une terrible épidémie ravage la population. Dans l'espace, un peuple sans pitié attend son heure. Perse science-fiction. Voilà, c'est bon. Ça m'est revenu. C'est un petit mélange de science-fiction fantastique. Personne n'imagine que le salut de la planète Terre repose sur Cinder, brimée par son horrible belle-mère. Car la jeune fille, simple mécanicienne à demi humaine, détient sans le savoir un secret incroyable. Un secret pour lequel certains seraient prêts à tuer. Donc en fait, chaque tome est individuel, chaque tome est centré sur l'un des personnages, mais ils sont tous reliés. C'est ça qui est très sympa, qui est intéressant. J'aime bien ces œuvres comme ça qu'on peut suivre individuellement, mais chacun est relié par un fil. Donc voilà, pour celui-ci, j'ai lu le tome Scarlet, qui était très bien, j'ai adoré. En fait, les deux j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup le conte de Cendrillon et celui du petit chaperon rouge. En revisité, j'ai adoré parce que c'est vraiment, en fait on retrouve les éléments des contes, mais j'ai envie de dire revisité, mais d'une manière totalement différente. Dans celui-ci, Cendrillon, ce n'est pas une pantoufle de verre qu'elle perd, mais c'est un pied, puisqu'elle est à demi cyborg, et j'adore faire des analyses comme ça. Alors là, je vais pas développer, sinon la vidéo va durer 1 heure. Dans le petit chaperon rouge, pareil, sa grand-mère ne se fait pas manger par le loup, mais elle est kidnappée. Enfin, il y a plein de détails comme ça, c'est très bien fait, un univers bien construit. Je pourrais vraiment les décortiquer et vous en parler plus longuement. Je trouve ça très intéressant d'ailleurs de les analyser aussi, la manière dont c'est revisité, sur la manière dont c'est revisité. Mais je vais m'arrêter là. Alors c'est pas tellement une vidéo pour s'endormir aujourd'hui, en plus je parle en soft spoken, je parle peut-être un peu vide, mais j'espère que ça vous aidera quand même à vous détendre, à passer un bon moment, à déconnecter de votre quotidien, de votre journée et à faire le plein de bonnes énergies aussi. C'est l'objectif de cette vidéo, bien évidemment. Après, j'ai lu un roman policier, j'en ai pas lu énormément cette année. J'ai lu celui-ci, j'adore les éditions de Babel Noir. Je vous ai déjà parlé de ceux de Camilla Lackberg. D'ailleurs, celui-ci n'est pas de Camilla Lackberg. Ah non, j'en avais choisi un à lire en vacances chez mes parents. Et je ne l'ai pas lu finalement parce que j'ai lu moins vite le roman que j'étais en train de terminer. Donc non, je n'ai lu que celui-ci si je ne me trompe pas. Après il y en a un autre, mais c'est roman policier fantastique. Mais vraiment roman policier thriller, cette année je crois que je n'ai lu que ça. J'ai plus été roman fantastique, j'avais vraiment besoin de déconnecter. En fait les romans policiers j'adore parce que c'est captivant, je les lis rapidement, je les dévore.
et ça m'aide à penser à d'autres choses quand j'ai besoin de déconnecter aussi. Par contre, quand j'ai besoin de positif, comme je lis des livres policiers très sombres, ça ne m'aide pas à être de bonne humeur. C'est pour ça que j'ai des périodes où j'en lis beaucoup et d'autres où j'en lis moins. Enfin, en général, quand je lis ces romans-là, comme ils sont très sombres, très intenses et qui parlent de sujets pas trop du tout. Souvent, il y a des enfants dedans, donc c'est très dark, qui parle de sujets sensibles. J'en lis un et juste après, j'en lis un beaucoup plus léger. D'ailleurs, après celui-ci, j'ai lu, si je me souviens bien, j'ai lu celui-là. Dont je vous parlerai après, qui est très léger, qui est vraiment lecture adolescente, jeune adulte, très divertissante, pour justement contrebalancer cette lecture. Voilà pourquoi j'en ai pas beaucoup lu cette année. J'avais besoin de lectures qui me changent les idées, légères, qui m'aident à m'évader, pas de lecture triste. J'aime pas non plus regarder de séries tristes cette année. Je me suis vraiment concentrée sur tout ce qui pouvait être divertissant et qui apportait des énergies positives et des pensées positives. Donc mes préférés des éditions Babel Noir, ce sont les romans, les thrillers, les romans noirs, tous ceux qui sont écrits dans les pays du Nord, la Norvège, tous ceux qui sont... là par exemple celui-ci c'est un roman danois, donc j'en ai 3 ou 4 romans norvégiens. Pareil, les séries policières norvégiennes, ce sont les meilleurs je trouve, ou parmi les meilleurs. Les meilleurs, je ne sais pas, mais vraiment je les classe très très haut. Donc là c'est un roman danois, j'en ai un suédois et j'adore parce que c'est très bien écrit, les intrigues sont bien ficelées avec des personnages complexes, intéressants, on est pris dedans, on ne sait pas ce qui se passe. J'ai souvent du mal à deviner qui est le tueur ou la tueuse, ce qui s'est passé. Jusqu'à la fin en fait on reste énormément dans le suspense. C'est ça que j'aime. Et en fait, c'est assez gros. Comme vous pouvez le voir avec une petite écriture. Et finalement, ça se lit très rapidement. Parce qu'on est tellement pris dans l'histoire qu'on le dévore. Et d'ailleurs, celui-ci, je l'ai lu pendant mes vacances d'été. Pendant ma semaine à Barcelone, je l'ai lu. Je crois cette semaine-là, alors qu'on était toute la journée en ville, donc pour vous dire à quel point je l'ai lu vite. Alors je vais vous lire le résumé parce que j'aurai un peu de difficulté à vous faire un résumé comme ça de tête. Donc ça s'appelle La fille sans peau, c'est de... Alors l'auteur il est Mads Peder Nordbo, je ne pense pas le prononcer correctement. Alors, je crois que ça se prononce Nuuk, Groenland, 2014. Une découverte sensationnelle fait frémir la région. Le corps d'un viking est extrait de la glace, en parfait état de conservation. Mais le lendemain, le cadavre a disparu et on retrouve l'agent de police chargé de monter la garde nue et éviscéré comme un phoque. L'épouvantable procédé rappelle plusieurs meurtres non élucidés datant de plus de 40 ans. Le journaliste danois Matthew Cave s'immerge dans ces cold cases, révélant le destin tragique de nombreuses fillettes de la communauté. Mais il comprend assez vite que sa curiosité dérange. Étrangement, la seule à qui il ose faire confiance est une jeune chasseuse de phoques récemment libérée de prison. La fille sans peau nous plonge dans un monde fascinant et hostile recouvert d'une couche de glace vieille de plus de 100 000 ans, dont la beauté envoûtante cache une nature imprévisible et souvent meurtrière. Un article noir viscéral et addictif qui ne laissera personne indifférent. Donc comme vous pouvez le voir à la lecture du résumé, c'est très sombre.
Et ceux qui sont sensibles à ce genre de sujet, quand ça touche les enfants, quand ça touche tout ce qui est rapport à la... peut-être pas dire le mot dans la vidéo, mais je pense que vous aurez compris de quoi il s'agit, parce que il s'agit souvent en plus de ce genre de sujet dans ce type de roman. Je vous le déconseille parce que ça pourrait vous mettre très mal à l'aise et quand on lit un roman, hein, ce n'est pas dans l'objectif de se sentir mal. Comme je vous dis, hein, moi-même quand je lis un roman comme ça, je le lis d'une traite parce que j'ai envie de savoir, et ensuite je lis un roman beaucoup plus léger. Mais si vous aimez ce type de roman avec une intrigue très prenante, bien écrite, qui se passe en plus dans les pays nordiques, donc je trouve que ça change. Ça change de tout des séries françaises, des séries policières françaises ou américaines, qui se passent dans les villes, j'ai envie de dire classiques, où on a déjà vu je ne sais combien de fois. Allez-y, plongez dedans, j'ai envie de dire. Voilà pour ce roman. Ensuite, j'ai enchaîné avec Lady Grace. Donc ça, c'est une série de romans dont je vous ai déjà parlé également. Je les ai... Alors ils sont derrière Ghislain, là en couleur. En fait ici, c'est toute ma série de livres qui se passent, dont les histoires se passent à la cour de soit de Louis XIV, soit de la reine Elisabeth. Oui, de toute façon, c'est que ça. Louis XIV ou la reine Elisabeth, parce que j'adore les romans, les séries inspirées de l'histoire, tout ce qui est historique, d'ailleurs même les documentaires, Sous les jupons de l'histoire, Secret d'histoire, ça me passionne. Quand je rentrais du babysitting, quand j'étais étudiante et que j'avais 3/4 d'heure de marche, je me mettais à chaque fois Sous les jupons de l'histoire, parce qu'il y avait les épisodes sur YouTube, donc je mettais soit Sous les jupons de l'histoire, soit Secret d'histoire. Et c'est vrai que Sous les jupons de l'histoire, c'était très entraînant, donc c'était un peu plus fun, parce que quand je rentrais, il était 21h, donc il faisait nuit, il faisait froid l'hiver. Voilà, petite parenthèse encore une fois. Donc Lady Grace, en fait Grace, c'est une jeune femme qui est demoiselle d'honneur de la reine. C'est une protégée de la reine et elle va être son enquêtrice. Comment elle l'appelle, sa fine... C'est pas sa fine lame, je sais plus. Alors attends. Hop. Je ne sais plus comment elle est nommée. Peut-être dans le résumé. Non, ce n'est pas dans le résumé. Enfin bref, c'est pas très important. Je sais pas pourquoi à chaque fois je veux rajouter des détails. Donc tout simplement, chaque roman est basé sur une nouvelle enquête de Lady Grace, qui a deux amis, un jongleur et une domestique qui travaille à la cuisine dans les premiers tomes et qui devient comment on appelait ça? Comment on appelait ces jeunes femmes qui les aidaient pour se coiffer? C'est fou, hein, à chaque fois que je veux parler de quelque chose, j'ai le terme qui s'envole, alors que d'habitude j'ai aucun souci pour m'en rappeler. C'était pas les gouvernantes, c'était pas... Enfin bref, elle devient, ça me reviendra encore plus tard, elle devient sa domestique, sa femme de chambre. C'est ça. Encore une fois, c'était tout bête. Donc elle devient sa femme de chambre et elle mène l'enquête avec ses deux amis. Pour elle, c'est facile en fait de mener l'enquête puisque elle est jeune, c'est la plus jeune des demoiselles d'honneur et elle peut se fondre plus facilement dans la masse. Et comme donc ses amis c'est Izzy et j'ai oublié le nom du garçon. Comme ils sont de conditions
modestes, elle sort avec eux et c'est beaucoup plus, encore une fois, plus facile pour passer inaperçu. Ils lui prêtent des vêtements, voilà, elle se déguise, tout en étant protégée par ses deux compagnons. Celui-ci, donc c'est celui-là que j'ai lu, il m'en reste encore, je n'ai pas toute la collection. Et d'ailleurs je les relis avec plaisir, c'est très léger, hein. Vraiment, c'est vraiment inspiré de l'histoire. Il y a des personnages dedans qui ont réellement existé. Vous avez des petites annotations à la fin pour vous expliquer qui était telle et telle personne. Il y a même un chapitre avec écrit la réalité derrière la fiction. Donc je trouve ça très intéressant. Elle précise quel personnage ou quel événement elle a inventé. Et donc j'adore parce que là on a vraiment la partie historique. Et si vous êtes comme moi, vous allez peut-être après aller faire vos recherches sur internet pour en apprendre plus sur certaines personnes ou certains événements. J'aime bien faire ça quand je regarde des séries ou des films adaptés, des films, des séries historiques, mais romancés. Je regarde si c'est fidèle à la réalité ou non, ce qui a été changé, ce qui a été rajouté. J'essaie de comprendre pourquoi le réalisateur ou la réalisatrice a pris des libertés. Puis j'analyse. Bon, après ça c'est mon côté littéraire, moi j'ai envie de dire des formations professionnelles. J'aime beaucoup faire ça. Et avec mes amis à la fac, on aimait aussi beaucoup faire ça. Donc celui-ci, le résumé, c'est jongleurs, cracheurs de feu, diseuses de bonne aventure. C'est la grande foire de la Saint-Bartholomé. Mais la fête tourne au drame. La tente d'un herboriste a pris feu et Lady Sarah a été brûlée au visage. Quant à l'herboriste, il semble qu'elle ait disparu. Cet incendie n'a rien d'un accident. Qui pourrait être capable d'une telle cruauté? Je résoudrai cette énigme, foi de Lady Grace. Et donc c'est pas écrit gros, c'est pas écrit petit. Et ça se lit mais extrêmement facilement. En une journée, vous pouvez l'avoir lu. Bon après ça dépend la vitesse à laquelle vous lisez, l'âge que vous avez. Je sais que j'ai des personnes plus jeunes qui regardent mes vidéos. Mais même jeune, si vous aimez ce genre de récit, ça vous plaira. Et plus âgé, si vous êtes comme moi, que vous aimez vous replonger un peu dans vos lectures adolescentes, jeunes adultes, ça vous plaira également. Parce que c'est pas la façon d'écrire, l'écriture n'est pas du tout enfantine. C'est ça qui est bien. Le vocabulaire est vraiment soutenu et l'autrice a utilisé des termes de l'époque, utilise beaucoup de termes utilisés à l'époque, avec un langage parfois un petit peu vieilli forcément. Ce qui fait que je trouve que le roman lui-même ne vieillit pas dans le sens où on le reprend avec plaisir. C'est pas comme certains romans que j'ai pu reprendre, que j'aimais beaucoup ado. Et finalement, je me suis dit, j'ai eu un peu de mal à les terminer parce que c'était plus adapté à mon âge. Là, ce n'est pas le cas. Voilà. Allez, j'arrête. J'ai encore une fois passé un petit peu trop de temps. Ensuite, il y a les carnets de l'apothicaire. Donc là, c'est le tome 8. C'est une amie qui me les prête. Alors, là, j'ai pas de résumé. Donc je vais vous en faire un de tête. Donc c'est une jeune femme qui travaillait dans un... Alors, pas en tant que prostituée, mais qui travaillait dans une maison close, qui est capturée et vendue dans le... alors, je sais même plus comment ça s'appelle, qui est vendue au palais impérial, simplement, et qui va devenir Alors, elle va être goûteuse. En fait, elle a appris, son père adoptif est médecin et elle-même, elle aime, sa passion, c'est de faire des expériences avec les herbes médicinales, de tester les poisons, de goûter les poisons. Donc c'est pour ça qu'elle va devenir goûteuse.
parce que le palais impérial, en fait, il y a toutes les concubines de l'empereur, et donc il y a des rivalités, il y en a qui forcément des situations, des conflits, des magouilles politiques, des empoisonnements, des tentatives d'empoisonnement. Et elle va enquêter aussi sur justement ces conflits politiques, sur les mystères. En fait, dans chaque tome, il va y avoir un mystère. Je ne suis pas persuadée d'avoir fait un excellent résumé, mais j'ai beaucoup aimé. Donc elle s'appelle Mao Mao, et je crois que voilà, c'est un peu tout ce que je vais pouvoir vous faire comme résumé. En fait, elle a une histoire un peu mystérieuse, une histoire personnelle un peu mystérieuse, et on va en apprendre plus au fur et à mesure des tomes. Pourquoi est-ce qu'elle s'est retrouvée à travailler pour une maison close, une maison close de luxe, alors que elle-même ne vendait pas son corps. Et après, qui était son père, on va apprendre qui étaient ses parents, mais ça on l'apprend au bout de... je sais plus dans quel tome, on l'apprend pas tout de suite. Bon, pour résumer, des mystères, des magouilles politiques, tout ce qu'on aime. J'ai lu aussi alors là c'est le tome 1, j'ai lu jusqu'au tome 5. Je vais vous lire le résumé, là ce sera plus simple. C'est un manga coréen celui-ci, donc avec des dessins magnifiques. Donc c'est un manga sur la mode. Hop. J'aime beaucoup les dessins, ils sont très fins. Donc ça s'appelle The One, la somptueuse métamorphose d'une mannequin. Même si Teng Lily est la fille d'une mannequin célèbre, elle n'a pas vocation à entrer dans le milieu de la mode, jusqu'au jour où elle voit dans un magazine le mannequin numéro 1 dans le monde, Angus Lanson. Dès lors, elle comprend que le mannequinat est une forme d'art, ce qui fait naître en elle la vocation d'en devenir un, elle aussi. Mais lors de sa première audition, elle subit une grande désillusion. Donc en fait, on va suivre tout simplement sa progression dans le monde du mannequinat. Pour faire un résumé assez succinct, c'est intéressant parce qu'en fait, on suit les shootings auxquels elle va être présente. On suit l'évolution de sa carrière, comment on part de rien du tout à devenir un mannequin célèbre. On suit aussi les castings, comment se passe un casting dans le milieu du mannequinat. Donc je trouve ça intéressant, comment ils font avec les photos pour transmettre une émotion, une ambiance. Non, vraiment, j'aime bien aussi. C'est également donc une amie qui m'a offert d'ailleurs la même qui m'a prêté le carnet de l'apothicaire, qui m'a offert celui-ci et qui m'a prêté les suivants. Ensuite, je vous en ai déjà parlé, j'ai lu, donc là c'est le tome 9, donc j'ai lu tous les tomes avant, alors pas tous cette année puisque j'ai commencé l'année dernière. Alors quel résumé, parce que là c'est le résumé de ce tome là. Il s'agit de Mercy Thompson. C'est une femme coyote, elle est d'origine amérindienne, et sa particularité, sa capacité, c'est celle de se transformer en coyote.
Donc ce n'est pas comme les loups-garous puisque ce n'est pas la même transformation. Elle se transforme beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Et elle peut se transformer quand elle veut. Et elle n'est pas, on va dire, imprévisible comme les loups-garous. Elle habite par contre près d'un loup-garou. Son voisin, c'est un alpha. Et elle a comme ami un vampire. Et chaque tome est aussi basé un peu plus sur un personnage. Elle est mécanicienne, elle tient un garage. C'est un peu compliqué de vous faire un résumé. J'avais fait un meilleur résumé que ça quand même dans les vidéos précédentes. Là j'avoue que mon résumé est un peu pourri. Il est pas terrible. Et j'avoue que là mon cerveau commence aussi un petit peu à fatiguer. Donc c'est un monde dans lequel il y a des failles, donc des créatures magiques. Et il y en a certaines qui se fondent facilement aux humains, donc ils peuvent créer ce qu'ils appellent un glamour, ce qui fait que les humains ne peuvent pas les distinguer. Je me souviens même plus ce qui se passe dans le premier tome. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un monde réel avec des créatures fantastiques et à chaque tome on découvre de nouvelles, ou pas forcément plusieurs, mais au moins une nouvelle créature et on découvre un petit peu plus sur la magie, sur Mercy également, sa relation avec son voisin qui va évoluer. Au début ils s'entendent pas du tout parce qu'elle c'est une femme de caractère, lui c'est un alpha, donc c'est aussi une personne, un homme de caractère. Il n'aime pas qu'on l'affronte, qu'on lui tienne tête. Mais elle s'entend très bien avec sa fille, Jessie, avec la fille de l'alpha, qui elle est humaine. Donc il va y avoir une enquête aussi à chaque fois. À chaque tome, il y a un mystère avec une enquête. Bon, je vais arrêter là pour le résumé, sinon je sens que je vais m'enfoncer. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir les résumés sur internet. Je pense que là, ils parleront beaucoup mieux que mon petit cerveau fatigué. Et il y a celui-ci dont je vous ai déjà parlé, que j'ai lu en automne. Alors, il s'agit de... Alors, le tome d'avant, je vous ai pas dit le titre, ou Mercy Thompson, de Patricia Bryce. Donc là, c'est un livre de Ariel Holz. Alors, je sais pas du tout comment on le prononce parce que c'est Holzl. Les royaumes immobiles, la princesse sans visage. Dans les royaumes immobiles, l'existence est contrôlée par 4 monarques. Sans eux, la réalité serait réduite à un flot d'énergie magique et chaotique. Or, le trône d'automne, vacant depuis trop longtemps, menace cet équilibre. Il faut lancer un nouveau sacre. 7 jeunes femmes peuvent y prétendre. La compétition sera sans pitié. Ivy est candidate malgré elle. À 18 ans, elle a passé toute sa vie cachée derrière les murs de son manoir et les parois de son masque. Elle est une belle à mourir. Quiconque voit son visage est pris de folie meurtrière ou suicidaire. Propulsée dans le monde des Cid, la noblesse des faits, au cœur de manigances qui la dépassent. Elle va devoir puiser dans ses ressources pour survivre. Un chemin qui l'amènera bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé. Donc pareil, un livre où il y a beaucoup d'intrigues, de manigances, de conspiration. C'était le mot que je cherchais en plus tout à l'heure en parlant de Lady Grace. Il y a beaucoup de conspiration. Forcément, il va également y avoir des tentatives de meurtre. Puisque c'est une vraie bataille, une vraie guerre pour prendre le trône, mais en fait c'est pas une guerre. Donc il y a un sacre qui va avoir lieu et il y a plusieurs prétendantes au trône et il va y avoir, comment on appelle ça, attends, est-ce qu'ils le disent le mot dans le résumé?
il va y avoir une sorte de compétition pour prendre le trône, tout simplement. J'ai le tome 2 que je n'ai pas encore lu, qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Mais le tome 1, je l'ai beaucoup aimé. Il se lit pareil, rapidement, facilement. C'est une lecture légère aussi, qui n'est pas déprimante, même si le livre n'est pas toujours gai. Mais non, ça permet aussi de déconnecter du quotidien, ça fait du bien. Et ça change également. C'est un livre sur les fées, mais c'est pas cucu. Et je trouve que c'est différent des autres livres sur les fées que j'ai pu lire. D'ailleurs, j'ai oublié de prendre un des livres. J'ai oublié de prendre le livre Wings, dont je vous avais également parlé, que j'ai lu juste après celui-ci. J'ai les 3 tomes. Il est où ? Je ne sais même plus où je les ai rangés. Donc pareil, c'était sur une jeune femme qui découvre qu'elle est une fée, qu'elle a des ailes qui lui poussent dans le dos. Donc elle est au lycée, elle a 16 ou 17 ans, même plus jeune, elle n'a pas encore 16 ans. Et voilà, on va suivre son apprentissage en tant que fée, ses découvertes en tant que fée, mais elle doit cacher sa véritable nature. Il n'y a que son meilleur ami qui est au courant. Donc ça s'appelle Wings, mais pas les Wings comme la série, le dessin animé Wings Club, c'est Wings, W-I-N-G-S, si cela vous tente. J'ai relu, donc ça c'est parce que, comme vous le savez peut-être si vous avez vu la vidéo où j'en parlais, je donne une fois par semaine un cours d'histoire pour une élève de 5e et on vient de voir le chapitre, la leçon sur l'Empire carolingien. Et j'avais justement cette série de romans, donc j'ai 4 tomes et je crois qu'il n'y a que 4 tomes. Et donc c'est un récit qui se passe à la cour de l'empereur Charlemagne. C'est pour ça que je l'ai relu, parce que j'ai voulu le prêter à la jeune fille à qui j'enseigne, parce que justement ça lui permet de se plonger dans l'Empire carolingien avec tous les termes qu'on a pu voir ensemble en cours et de voir un peu plus comment ça se passait. Et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé cette série de livres que j'avais commencé à avoir, qu'on m'avait offert quand j'avais son âge d'ailleurs, et que j'ai fini plus tard. Je n'avais pas tous les tomes, je les ai achetés il n'y a pas si longtemps que ça, quand j'étais encore à la fac. Donc là, ça s'appelle Les protégés de l'empereur, tome 1, Meurtre au palais, en 802, Aix-la-Chapelle. Alaïs sent qu'un drame a marqué son enfance, mais elle n'en garde aucun souvenir, jusqu'au jour où elle découvre un mort dans la piscine du palais. Alors tout ressurgit. Elle devine qu'une terrible menace plane sur elle, la protégée de Charlemagne. Et si cette menace avait un rapport avec l'arrivée de Willy, ce jeune seigneur saxon? Donc pareil, à n'importe quel âge, je vous conseille de le lire parce que il y a tout le côté historique qui est extrêmement intéressant. Même quand on est adulte, on voit comment ça se passe à l'époque, comment l'école se passait aussi à l'époque. Rien que pour ça, en fait, c'est intéressant. Et puis il y a l'enquête, bien évidemment. Le mystère quant à la véritable identité de Alaïs, son passé, et pourquoi, ce qu'il en est par rapport aux morts retrouvés dans la piscine. Petite recommandation, nouvelle recommandation pour ce livre. Ensuite, il y a celui-ci que j'avais lu il y a un an tout pile, puisque j'avais lu juste après qu'on ait emménagé au mois de janvier. Donc c'est un livre de Erin Beatty. Je dis beauty comme la beauté, mais c'est B-E-A-T-Y. J'avais lu la couleur... Attendez. Non, c'était La couleur du mensonge pour le tome 1. Après, c'était Le parfum de trahison et
goût du danger. J'avais beaucoup aimé ces 3 tomes. Et quand j'ai vu qu'elle avait sorti un nouveau roman, d'ailleurs il y a le tome 2 qui est sorti, que je n'ai pas encore acheté, je l'ai pris, surtout qu'il est super beau. J'adore la couverture, regardez. C'est mat avec, on voit pas beaucoup, juste le titre qui ressort en brillant. Et les fleurs sont en relief. Il est vraiment joli. La couverture est toute douce. Ça s'appelle De lune et de sang. Lorsque la lumière de la lune l'effleure, le monde de Catherine se métamorphose. Au cœur de la ville de Collis s'élève un immense sanctum en construction depuis des années. Et sur la plus haute de ces flèches se dresse la silhouette de Catherine, jeune orpheline qui inspecte travaux et échafaudages pour le compte du maître architecte, Thomas. Un soir de pleine lune, en mission pour celui qu'elle considère comme son père adoptif, elle fait une chute vertigineuse et se blesse. Pire encore, l'espace d'un instant, elle a la vision sanglante d'un meurtre et entend les appels au secours d'une femme. Lorsque le brillant et énigmatique Simon de Messanos est chargé d'élucider le mystère, Catherine se retrouve entraînée dans une dangereuse spirale où le tueur ne cesse de frapper, encore et encore. Grâce aux instincts d'une précision effrayante du jeune homme, expert en matière de folie criminelle, le duo tente de remonter la piste du prédateur. Tout ce temps, la jeune fille doit aussi protéger son propre secret. Elle découvre peu à peu que la lune lui accorde des pouvoirs surnaturels qui pourraient bien faire d'elle une paria, mais pourraient surtout être la clé de tout. Voilà, vraiment chaude recommandation pour ce roman. Il faut savoir que l'autrice est une ancienne militaire, donc en fait ces romans sont imprégnés justement de ces stratégies militaires. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais ça se ressent. Ça se ressent dans la façon, pas dans la façon qu'elle a d'écrire, mais dans la structure de l'histoire, dans la construction de l'enquête en fait. Dans la stratégie, dans la construction de l'enquête, les stratégies employées par les personnages. Dans les autres tomes, donc on suit des militaires, donc on voit toutes les stratégies militaires, et là c'est par rapport au tueur et par rapport aussi aux 2 enquêteurs, donc Catherine et Simon de Messanos. C'est très bien ficelé, c'est très bien écrit. En plus, il y a le côté fantastique qui fait que même si c'est un thriller, ça c'est pas trop sombre. Vous pouvez lire ça sans souci. Vraiment, vous serez pas déprimé après l'avoir lu. Autant, voilà, je préviens toujours pour ce type de roman, parce que oui, ça peut un peu déprimer. Mais celui-ci, non. À moins que vous soyez vraiment très sensible. Je sais qu'il y a des personnes qui sont très sensibles quand il y a des histoires de meurtre, des enquêtes, ça les angoisse, c'est très anxiogène pour ces personnes-là. Ce que je peux comprendre, hein, j'ai une copine qui est comme ça. Dès qu'il y a des enquêtes ou que c'est sombre, ça l'angoisse tout de suite. Donc à moins que vous soyez vraiment très, très angoissé, très anxieux, très anxieuse, quand il y a ce genre de récit, d'histoire, de thème. Non, sinon vraiment foncez. En plus, il y a toute l'histoire liée à... comment elle s'appelle déjà, à l'héroïne, au personnage principal, à Catherine. On va en apprendre plus sur son passé, pourquoi elle a ses pouvoirs. Et il y a les histoires aussi qui se tissent entre les différents personnages. Hop, j'ai plus beaucoup de batterie. Donc vraiment, non, je vous le conseille, je vous conseille de le lire, de l'acheter, ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a, de lui emprunter. Comme je n'ai plus beaucoup de batterie, je vais essayer de pas aller trop lentement. Alors maintenant, il n'y a pas eu trop de triggers pendant cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai relu? Alors, ça c'était plus... Ah, quoique si, c'était l'année dernière.
Alors, je sais, il y a peut-être des livres dont je vous avais déjà parlé. Je crois que... Je me demande si celui-ci, je vous en avais pas parlé dans une vidéo, parce que je vous avais aussi présenté quand même quelques lectures au fur et à mesure que je les lisais. Mais comme tout le monde ne les a pas forcément lues, je les ai toutes mises dans cette vidéo. Après, il y avait The Book of Evie. Alors, attendez... Hop. Je sais pas si vous allez bien voir. Bah non, parce que si je vous mets la couverture en grand, vous n'allez... Si je clique dessus, vous n'allez pas voir la couverture. Ça va afficher le... C'est celui-ci. Je sais pas si ça... J'essaie de faire le zoom dessus. Non, vous voyez pas bien. C'est une dystopie. Alors, ça fait un petit moment que je l'ai lu. Il y a 2 tomes. J'ai lu les 2. Alors, attendez. Donc, c'est une dystopie. C'est, il me semble, en Amérique. Il y a eu la guerre. Et maintenant, on se retrouve avec... Alors, attendez, le résumé. J'ai du mal à m'en souvenir. Je vais le trouver sur Internet. En même temps, c'est vrai que je lis quand même pas mal de livres. Encore là, il n'y en a pas... J'ai pas l'impression de lire tant que ça, parce qu'il y a des fois, je mets longtemps à lire un livre parce que j'ai plus le temps. Enfin, je sais que ça va peut-être faire sourire certains avec tout ce que j'ai présenté, mais là, ça n'a peut-être pas non plus tout tenu sur l'année 2023. Il y en a... Si, je crois que c'était sur l'année 2023. Alors attendez, The Book of Evie. Donc le résumé. Je m'appelle Evie Westfall et je n'ai qu'une seule mission. Tuer le garçon qu'on me destine, Bishop, le fils du président. Je me prépare pour ce moment depuis toujours. Peu importe mes sentiments, mes désirs, mes doutes, car les espoirs de toute une communauté reposent sur moi. Le temps de la rébellion approche. Donc en fait, c'est une communauté qui était en guerre et pour arrêter la guerre, maintenant il y a une partie qui est privilégiée, comme dans beaucoup de dystopies, une partie qui est privilégiée et l'autre qui est... c'est l'inverse. Ils manquent de beaucoup de choses et il y a des mariages arrangés pour préserver la bonne entente. Et Evie donc est forcée, parce qu'en fait ce sont, bon je l'ai dit, des mariages arrangés, donc Evie est forcée d'épouser ce jeune homme qu'elle doit tuer parce que c'est le fils du chef, du grand chef, pour que la partie défavorisée puisse prendre le commandement. Voilà, je pense que ça suffit comme résumé. Est-ce que ça va se passer comme ça? Est-ce que tout va se passer comme prévu? Je ne vous dis rien, mais j'ai bien aimé. C'est pas de la grande littérature, hein, c'est pas une histoire extraordinaire, mais c'est distrayant. J'avais lu des commentaires négatifs par rapport à l'écriture ou aux coquilles, je ne sais plus, enfin ça m'a pas non plus sauté aux yeux. En ce qui me concerne, ça m'a pas gênée. Non, j'ai bien aimé. Après, je l'ai lu en version Kindle, donc j'ai du mal à dire si le livre est gros, mais je l'ai lu rapidement. Ça se lit facilement. Vraiment, ça se lit facilement, rapidement. Donc je vous le conseille. Ensuite, j'ai pas lu tous les tomes. J'ai lu le tome 1, le tome 2. Ça s'appelle Les voleurs d'âmes. Donc c'est une jeune femme, elle est au lycée et elle se rend compte qu'elle peut voir donc, ce qu'on appelle les faucheurs d'âmes. Tout simplement, ce sont des faucheurs. Et elle est un peu comme une banshee. Mais c'est une banshee, c'est pas un peu, c'est pas elle est un peu, c'est une banshee. Sauf qu'elle ne le savait pas. Parce qu'elle ne connaît pas le passé de ses parents. Il me semble que c'est relié à ses parents. Ça fait un petit moment que je l'ai lu. Celui-là, par contre, effectivement, je ne l'ai pas lu l'année dernière. Je l'ai lu en 2022.
Et quand quelqu'un va mourir, elle le perçoit, donc elle se met à crier. Si vous connaissez le mythe de la Banshee se met à crier quand quelqu'un va mourir. Et là, il y a beaucoup de personnes qui vont mourir autour d'elle parce que il y a des démons qui ont fait une histoire de pacte, ou je sais plus dans l'histoire. Et donc ils vont... en fait, il y a des personnes qui vont mourir qui ne devaient pas mourir à ce moment-là. Et elle va essayer de découvrir qui est derrière tout ça, qui vole les âmes. C'est pour ça que ça s'appelle les voleurs d'âmes. Et pourquoi? Donc ça, c'est dans le premier tome. Et dans le deuxième, après, il y a le faucheur d'âmes. Mais je crois que ça, c'est... Il me semble pas que ce soit le deuxième. Je crois que c'est le troisième ou c'est un autre, si. Je ne sais plus. Enfin voilà, en tout cas c'est une histoire fantastique. C'est pas non plus de la grande littérature, hein. C'est très très simple. Je lisais ça en fait avant d'aller dormir parce que j'avais besoin d'une lecture simple, légère, qui se lit. On n'a pas besoin d'être concentré quand on est fatigué. Quand je suis fatiguée ou le soir avant d'aller dormir, si je lis quelque chose, par exemple des romans policiers comme ça, j'arrive pas à me concentrer. Donc vraiment quelque chose de léger. Et ça passait très bien. C'est vraiment une lecture pour le coup très teenage, très adolescente. Après, si vous êtes adulte, moi je suis adulte, hein, ça m'a pas empêché de les lire quand même. Vous pouvez y aller si vous voulez aussi quelque chose de simple, basé sur des histoires de fantastique, une pointe de mythologie. Après, il y a vraiment que le côté banshee, hein, le côté mythologique. Après, c'est plus purement fantastique avec les démons voleurs d'âmes. Et ensuite, on lui découvre d'autres pouvoirs, mais comme j'ai pas lu tous les tomes. Après, la trame de l'histoire, hein, n'est pas extrêmement travaillée. C'est pas très profond comme histoire, comme récit. Il se passe pas non plus énormément de choses, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est très simple. Mais ça fonctionne quand on est ado. C'est le genre de livre qu'on aime bien lire parce que ça se lit vite, que ça prend pas la tête. Et même quand on est adulte, hein, pareil, comme je vous ai dit, si on veut lire quelque chose qui est distrayant, ça fonctionne bien. Vous l'aurez compris, hein, c'est pas la meilleure lecture de ma vie, mais c'est sympa. Ça reste sympathique à lire. Et je crois que... Ah si, il y avait ça aussi que pareil, une autre dystopie. Ça s'appelle Le Joyau. Alors ça, je sais plus si c'est le tome 1 ou le tome 2. Si c'est le tome 1, c'est Le Joyau, et La Rose Blanche, c'est le tome 2. Je sais plus si j'ai terminé le tome 2. C'est une dystopie également. Alors, il y a une histoire que je me souvienne bien. Je vais vous chercher le résumé sur internet. Ça fait un petit peu... c'est un mélange de Hunger Games et de La Rose écarlate. De La Rose écarlate. C'est autre chose ça. Je voulais dire de La Servante écarlate, de The Handmaid's Tale. Le Joyau. Donc, pour le résumé, on se retrouve face à un destin tragique d'une mère porteuse qui n'est pas libre de vivre sa propre vie dès sa naissance. Oui, c'est ça. En fait, il y a des mères porteuses qui sont sélectionnées pour des familles aristocratiques ou très riches. Je ne sais plus si elles sont que de l'aristocratie ou si elles sont très riches. Et donc il y a toute une histoire de rébellion pour changer ce système. Donc il y a aussi, comme je disais dans toutes les dystopies, les très riches et les très pauvres. Il y a tous les rebelles qui vont chercher à renverser le pouvoir.
Elle arrive dans une famille, donc on va suivre en fait son histoire dans cette famille. Elle va tomber amoureuse alors qu'elle ne doit pas, elle n'a pas le droit, donc il y a une histoire d'amour aussi. Donc pour ceux qui aiment Hunger Games, qui aiment Divergente, Le Labyrinthe, tous les livres, les livres, oui les livres, parce qu'à la base ce sont des livres, donc les livres ou les films de ce genre, vous pouvez y aller. Ça se lit facilement, ça se lit rapidement, c'est pas aussi bien je pense que Hunger Games. J'ai pas lu les romans Hunger Games, je n'ai vu que les films, donc je ne peux pas comparer par rapport au livre, mais je pense que ce n'est pas aussi bien. En tout cas j'ai eu du mal à terminer le tome 2, mais le tome 1 se lit très bien. J'ai bien aimé le tome 1, je l'avais lu pareil pendant ma semaine de vacances l'été, ça c'était pas l'été dernier, c'était l'été d'avant, donc en 2022, et c'était très bien, vraiment pour une lecture pas prise de tête pour les vacances, je n'en demandais pas plus. Après, pour Audible, j'ai lu, en ce moment, je lis les McCoy. Alors ça c'est pour quand je dois faire mon ménage, ma vaisselle, enfin toutes les corvées, ou des fois quand je vais en cours et que je marche pas mal. J'ai besoin de lectures qui ne me demandent pas trop de concentration, comme c'est lu. Sinon j'ai un peu de mal. Les romans trop complexes, à me concentrer dessus, à l'oral c'est compliqué. Donc ça passe bien. C'est divertissant. Après, la trame n'est pas non plus extraordinaire. J'ai trouvé que le tome 1 était pas mal, parce qu'on découvre le passé de l'héroïne. En fait, c'est un peu une revue. Enfin, c'est un roman à la Outlander. Si vous connaissez Outlander, avec l'Écosse. Mais bon, là pour le coup, quand même beaucoup moins bien. Mais ça se lit facilement, ça se lit rapidement. C'est un peu trop cucu à mon goût, mais quand on est fleur bleue, quand on aime ce genre de roman, je pense que ça doit bien plaire. En tout cas, j'en ai entendu de bons échos. Il y a une youtubeuse que je regarde qui parle souvent des romans qu'elle lit, et elle a bien aimé. Donc là, c'est une jeune femme qui va arriver dans le monde clanique des temps modernes aujourd'hui. Elle va être prise dans une guerre des clans, parce qu'elle-même fait partie d'un clan écossais, d'un ancien clan écossais très haut placé, mais qui a été presque totalement décimé. Il ne reste qu'elle. Et elle va faire la rencontre d'un ténébreux chef de clan, un ténébreux lord à la voix de cathédrale, et il va la prendre sous son aile. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé, pourquoi son clan à elle a été décimé, pourquoi il a décidé de la prendre sous son aile alors qu'au départ il est très antipathique. Il y a Gigi qui vient faire un petit coucou. Et après, l'ambiance par rapport au clan, j'aime bien. Ce que je regrette, c'est qu'en fait là, les derniers tomes, je trouve que il se passe pas énormément de choses, hein. C'est beaucoup de batailles et je décroche un peu. Mais le tome 1, le tome 2, le tome 3 sont pas mal. Voilà, c'est pas non plus transcendant comme lecture. Ce ne sont pas en tout cas mes lectures préférées, hein. Ce sont mes goûts, bien évidemment. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui vous en diraient plus de bien. Chacun ses goûts. Mais si je vous en parle, c'est que j'ai quand même bien aimé, puisque j'ai acheté tous les tomes en fait sur Audible. Ça veut dire que j'ai quand même envie de connaître la suite. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je peux vous en dire. Chaque tome est basé sur un personnage du clan. Voilà. Et donc à chaque tome, on avance un peu plus dans l'intrigue,
dans ce qui s'est passé, pourquoi il y a des personnages qui ont été bannis ou qui se sont exilés, et des fois ils reviennent. Et à chaque fois il y a une histoire d'amour aussi. J'ai lu L'Épouvantail de Michael Connelly, donc pareil, c'est aussi un thriller, enfin un roman policier. J'aime beaucoup les œuvres de Michael Connelly. J'en avais lu un, deux, je crois que j'avais lu deux de ses romans. Alors là, le résumé, je ne sais plus. Ah ben voilà, ça fait partie de l'autre roman policier que j'ai lu. Donc là, si, c'est une histoire de prostituées qui se font assassiner. Ça fait un peu Jack l'Éventreur, c'est vrai, mais après ça se passe pas vraiment pareil. Et le personnage principal, c'est un journaliste qui va enquêter. Et donc le tueur, le nom, l'épouvantail, en fait, ça va être le surnom qu'il va donner au tueur. Et j'aime beaucoup ces œuvres parce qu'en fait, on suit la vision du personnage principal, mais aussi la vision du tueur sans savoir qui c'est. Donc ça, c'est intéressant parce que ce ne sont pas tous les romans policiers qui font ça. Avoir les deux visions. Donc on est un peu dans la tête du tueur et je trouve ça intéressant. Enfin, ça peut être un peu flippant dit comme ça, mais on n'a pas non plus les pensées, je veux dire, sombres ou vicieuses, mais juste certaines pensées, des choses qu'il voit ou qu'il fait à certains moments de l'histoire. Voilà, sans plus. Mais pareil, je vous le conseille, c'est pas non plus trop sombre, c'est pas effrayant, c'est pas déprimant. Donc là aussi, vous pouvez lire ces romans facilement. Là, il n'y a pas besoin d'avoir de filtre ou de mise en garde particulière, je ne pense pas. J'ai pas le souvenir qu'il y ait eu de choses choquantes ou voilà, il n'y a pas besoin de faire, je pense, de triggers warning. Comme on peut faire sur d'autres sujets. Là, vous pouvez y aller. J'avais relu, mais ça aussi, c'était l'année dernière, Rebecca, de Daphné du Maurier. Sinon, je vous en parlerai dans une autre vidéo, parce que là, on est déjà à 1h07, c'est très long. Et que ma batterie va finir par me lâcher, et je pourrais même pas vous dire au revoir. J'ai relu Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Ça, je l'ai relu après le déménagement, parce qu'en fait, mon petit plaisir, ça a été, juste avant que je ne trouve mon travail à la boutique, ça a été de réameubler, de redécorer mon appartement en écoutant le Voyage au centre de la Terre, puisque je voulais m'en servir pour mon cours avec les BTS. Finalement, je ne m'en suis pas servie, mais c'est pas grave, c'était pour mon propre plaisir. J'ai lu L'Aube aussi, un roman fantastique par S.L. Borowski, mais j'ai pas aimé. Franchement, là, c'était, selon moi, attention, c'était pas terrible, il se passe rien, c'est une histoire de loup-garou. Une jeune femme qui retourne dans le village de son enfance et là il y a des super beaux mecs qui sont en fait des loups-garous et il y a une histoire d'amour, mais en fait il se passe vraiment rien. Pour ceux qui me disaient, parce que à mon époque c'était Twilight, c'était un peu les premiers romans fantastiques loups-garous, vampires, et j'aimais beaucoup à l'époque, c'était début de mes années lycée, qui disaient oui, il se passe rien dans Twilight. Alors si, il se passe quand même des choses dans Twilight, il y a quand même une intrigue. Là, il se passe rien dans le premier tome. Je me souviens, j'étais en train de me démaquiller dans la salle de bain quand le roman s'est soudainement arrêté. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Et là je regarde, je dis, c'est fini? J'étais là, non mais sérieusement, c'est terminé. Je me suis dit, oh non, ils abusent. J'avais l'impression d'être à la moitié du roman, parce qu'il ne s'était vraiment rien passé. C'était juste la découverte du monde loup-garou, et elle qui vient d'une famille de chasseurs de loup-garou. C'est que ça le premier tome.
Et l'écriture n'est pas exceptionnelle en plus. Bon après voilà, c'est pas pour autant qu'il y a des livres que je n'apprécie pas, même si la lecture n'est pas exceptionnelle. J'ai bien lu quand même avec plaisir les McCoy et puis les voleurs d'âmes. Mais faut au moins qu'il se fasse quelque chose. Pour vous dire, je parle de lecture, pas d'écriture pas exceptionnelle. Je lis pas non plus que de la grande littérature française. Je lis de tout, je suis très bon public, même au niveau des séries. Je regarde des séries très très bon public, qui ne demandent pas beaucoup de réflexion, qui ne demandent pas de réfléchir beaucoup. Mais voilà, c'est parce qu'il se passe quand même quelque chose dedans, ou qu'il y a quelque chose qui compense, ou que j'aime bien. Là, pour le coup, j'ai été juste déçue, donc c'était que le premier tome et j'ai pas eu envie de dépenser un crédit audio pour acheter le deuxième tome. J'ai même été un peu dégoûtée d'avoir gâché un crédit audio, parce que du coup un crédit audio c'est 10 €, on paye un abonnement 10 € par mois pour un crédit. Et j'étais un peu dégoûtée d'avoir voilà, gâché 10 € pour ça. Non, vraiment j'ai été déçue. Je suis pas... j'aime pas faire des critiques négatives, surtout que j'aime bien écrire moi-même, donc je suis plutôt positive en général dans mes critiques. Mais là, non. Là, non. Vraiment déçue. J'ai relu ça aussi. C'était... je l'ai relu quand? Je crois que c'était au début de l'année dernière, début 2023, il me semble aussi. Bon, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est de Stephen King. Vous connaissez certainement au moins le film, la bande-annonce. Et j'ai relu La quête des Wylans. Donc ça, c'était un roman de mon enfance quand j'étais en classe de 5e. Et j'ai eu envie de relire, parce que je crois que je n'ai jamais lu la fin. Mais j'ai relu que le premier tome. Donc il faudrait que je lise les autres. Donc pareil, en littérature audio. C'était celui-ci que je cherchais tout à l'heure. Après, j'en ai que je n'ai pas encore lu. Les Enchantements d'Ambremer, ça fait longtemps que je l'ai téléchargé, je l'ai toujours pas lu. Et pareil, Le Chat Noir de Edgar Allan Poe, je ne l'ai pas encore lu non plus. L'Affaire Cendrillon de Mary Higgins Clark, je ne l'ai pas encore lu. Et finalement, j'ai fait... Ah non, Le Parfum. Ça, c'est pour mon élève de première qui a Le Parfum en lecture complémentaire. Donc je suis en train de le relire en audio. Je l'avais beaucoup aimé quand je l'avais lu au lycée. Donc de Patrice Huskin. Donc c'est sur un jeune homme qui s'appelle Grenouille, qui est extrêmement sensible au parfum, qui va vouloir créer le parfum ultime. Donc dans l'histoire, hein, c'est un psychopathe, parce qu'il va se mettre à tuer des femmes pour prendre leur parfum, donc leur odeur corporelle, pour créer le parfum ultime. Parce qu'il faut savoir que ce monsieur Grenouille, ce jeune homme n'a pas d'odeur, et c'est pour ça qu'il ne se fait pas remarquer dans la société. Donc lui, il veut une odeur pour ne plus passer inaperçu. Et un excellent roman. Bon, je vais m'arrêter là, 1h13, c'est déjà bien. Je vous remercie si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Si j'ai d'autres lectures plus tard, ou si vous voulez d'autres vidéos, bien sûr, je vous filmerai ça avec grand plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel livre vous fait envie, quel livre vous avez déjà lu, vous avez aimé ou pas aimé. Et à me dire si vous voulez aussi une suite. Bon, là, normalement, je vous ai fait à peu près le tour. Le tour de à peu près tout ce que j'ai lu. Je pense pas en avoir beaucoup oublié. Bon. J'espère que ça va. Ma voix était plutôt posée. Là, j'ai pas mis mes écouteurs. J'avais pas envie de passer... je savais que j'allais passer 1 heure à faire la vidéo. Donc j'avais pas envie de passer 1 heure avec mon écouteur dans l'oreille. Donc je me suis pas rendu compte s'il y avait beaucoup de bruit. Si ma voix était calme, posée, agréable. Je crois pas qu'il y ait eu trop de bruit extérieur, de bruit de moto ou de pompiers qui soient passés. Donc je ne crois pas qu'il y ait besoin de faire de screenshot cette fois.
Bon, en tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée si vous regardez cette vidéo la journée. Je vous embrasse bien fort et je vous envoie tout plein de bonnes ondes et je vous dis à très bientôt.